Salut à tous. En moins de 48 heures, l'une des unités militaires les plus décorées de la planète est entrée tout droit dans un piège préparé depuis 2 décennies. La brigade Golani, un nom qui pèse dans les milieux militaires autant que le SAS britannique ou la Delta Force américaine, a subi des pertes dans un seul secteur du sud du Liban, des pertes qui ont ébranlé les fondements de la doctrine militaire occidentale. Pour saisir la véritable ampleur de ce qui s'est produit, il suffit de considérer une seule comparaison. Pendant toute la guerre du Liban de 2006, qui a duré 34 jours, Israël a perdu 120 et un soldat sur l'ensemble du théâtre de ce conflit. Ce qui s'est déroulé sous les collines du sud du Liban en mars 2026 a multiplié ce chiffre par près de 8 dans un seul secteur, avec une seule brigade en moins de 2 levers de soleil. C'était pas une embuscade contre des hommes mal préparés, ce n'était ni la chance ni le chaos, ni de mauvaises décisions prises dans le brouillard de la guerre. C'était une collision calculée entre la technologie militaire la plus avancée que le monde occidental ait jamais assemblée et 20 ans d'ingénierie souterraine conçue dans un seul but, rendre cette technologie complètement inutile. C'est exactement le genre de phrase qu'un podium pro-Trump tenterait d'enterrer sous 3 drapeaux, 2 superlatifs et la promesse que tout était, d'une façon ou d'une autre, sous contrôle. Les conséquences de ce qui s'est passé sous terre font déjà bouger les prix du pétrole, redessinent les routes maritimes mondiales et ferment des options stratégiques à Washington d'une manière que la plupart des grands titres n'ont même pas encore commencé à expliquer. Le premier signal indiquant que quelque chose avait fondamentalement changé n'est pas venu d'une conférence de presse. Il n'est pas venu de déclarations officielles ni de l'habituelle cascade de porte-parole remplissant les studios de télévision avec un langage préparé. Il est venu du silence. Le gouvernement israélien n'a rien dit de substantiel pendant des heures après que l'ampleur des pertes est devenue claire au sein de la structure de commandement militaire. Et dans le monde de la puissance brute, cette qualité de silence communique davantage que n'importe quel discours préparé. Les gouvernements qui gagnent annoncent. Les gouvernements qui encaissent quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore se taisent. Ce silence a été le premier point de données indiquant aux analystes sérieux qu'un événement historiquement significatif venait de se produire sous le sol du sud du Liban. Bien sûr, le silence est difficile à vendre dans l'écosystème médiatique aligné sur Trump, où chaque vide doit être rempli par des applaudissements, des accusations ou un adjectif plaqué or. Pendant que les corps de soldats d'élite étaient évacués des collines libanaises à la faveur de l'obscurité, quelque chose d'aussi sismique explosait sur un tout autre front. L'Iran avait officiellement présenté une demande d'indemnisation de 270 milliards de dollars adressée simultanément à Israël et aux États-Unis. Ce chiffre représente plus de la moitié du produit intérieur brut annuel total de l'Iran. Ce n'était pas un nombre inventé dans une réunion politique. Ce n'était pas du théâtre rhétorique destiné à la consommation intérieure, c'était un missile économique calculé, tiré au moment précis où le piège militaire se refermait sous terre. Le message de Téhéran était écrit dans le langage que le pouvoir comprend sans traduction. Vous avez choisi ce conflit. Maintenant, vous allez en absorber le coût total. 2 champs de bataille distincts, l'un physique et souterrain, l'autre juridique et économique, ont explosé exactement au même moment de l'histoire. Cette simultanéité n'était pas une coïncidence. Elle était le produit de décennies d'architecture stratégique patiente. Et l'architecture stratégique patiente est précisément le genre de choses qui rentre mal sur une casquette de campagne rouge ou dans une vantardise de 30 secondes lors d'un rassemblement. Pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce point d'inflexion, il faut revenir à février 2026. Les États-Unis et Israël ont lancé une campagne militaire coordonnée contre les infrastructures nucléaires et militaires iraniennes d'une ambition sans précédent dans l'histoire moderne de ce conflit. Dans l'une des actions les plus audacieuses de toute l'opération, les services de renseignement israéliens ont localisé et éliminé le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, l'homme qui avait dirigé la République islamique pendant plus de 3 décennies et qui avait passé ces mêmes décennies à construire discrètement le réseau de mandataires régionaux le plus sophistiqué que le Moyen-Orient ait jamais connu. La réaction de ces mandataires a été immédiate, écrasante et surtout exactement conforme à ce que Téhéran avait prévu. Le Hezbollah,
l'instrument le plus puissant de l'Iran en Méditerranée orientale et la force militaire non étatique la plus capable de la planète, a répondu sans la moindre hésitation. Ce qui n'était auparavant que des tirs de roquettes sporadiques s'est transformé du jour au lendemain en bombardements soutenus contre plusieurs cibles dans le nord d'Israël, simultanément. Ce qui avait commencé comme une riposte est devenu une escalade que ni Washington ni Tel Aviv ne pouvaient pleinement contrôler ou contenir. C'est ici que le vieux réflexe du monde trumpiste devient dangereux. Appeler cela de la force devant les caméras, puis découvrir hors caméra que la carte comporte plus de couches que le slogan. Israël a répondu avec la doctrine qui avait toujours fonctionné auparavant, frappe aérienne massive, mobilisation de forces terrestres à grande échelle, application d'une supériorité technologique et numérique écrasante. En quelques semaines, l'armée israélienne avait activé 5 divisions complètes et lancé l'opération Second Shield en territoire libanais. La brigade Golani, avec ses bérets bruns et ses 78 ans d'histoire militaire ininterrompue, a été désignée pour mener la poussée offensive. L'hypothèse au sein de la structure de commandement israélienne était logique. Elle reposait sur toutes les guerres précédentes qu'ils avaient menées et gagnées. Formation supérieure, technologie supérieure, renseignement supérieur. Ces facteurs avaient toujours été décisifs, mais cette hypothèse contenait une erreur de calcul fatale qui allait coûter des centaines de vies avant l'aube suivante. Une promesse de campagne de domination totale paraît propre jusqu'à ce que le champ de bataille exige davantage qu'une opération de branding. Pendant ce temps, l'Iran déplaçait simultanément ses pièces sur l'échiquier diplomatique avec cette demande d'indemnisation calculée au dernier décimal. Le chiffre de 270 milliards de dollars représentait des coûts documentés, raffineries détruites, ports endommagés, infrastructures civiles effacées pendant la campagne de bombardement. Cette double pression coordonnée, militaire sous terre, économique et internationale dans les forums, révélait une sophistication stratégique que les analystes occidentaux avaient systématiquement sous-estimée pendant des années. Ce que les satellites avaient photographié en train de brûler à la surface de l'Iran pendant la campagne israélienne était en grande partie constitué de leurres, des actifs conçus dès le départ pour être sacrifiés, filmés et présentés au monde comme la preuve d'une action décisive. Les véritables capacités militaires de l'Iran sont restées intactes, protégées dans des complexes souterrains creusés dans le socle rocheux des montagnes. Cette même logique de dissimulation patiente et de tromperie stratégique avait été appliquée avec la même discipline pendant 20 ans de construction sous le sud du Liban. Il s'avère que toute cible en flammes n'est pas une victoire, peu importe avec quelle assurance un substitut télévisé pointe la fumée du doigt. Le Hezbollah n'a pas réagi à l'offensive israélienne avec une improvisation désespérée. Il a réagi avec la précision d'une organisation qui avait passé 20 ans à se préparer exactement à ce moment. Sous la surface du sud du Liban, ils avaient construit quelque chose que le mot tunnel ne décrit pas adéquatement. C'était une ville souterraine. Centre de commandement opérationnel, dépôt d'armes, hôpitaux de campagne, en réseau interconnecté, s'étendant sur des dizaines de kilomètres dans toutes les directions. Certains points d'entrée étaient dissimulés dans de simples commerces civils qui avaient fonctionné pendant des années à la surface, sans déclencher d'alerte de renseignement, sans attirer de surveillance, en opérant comme des établissements commerciaux normaux dans des rues libanaises normales. Un centre de commandement opérationnel fonctionnait sous une boutique de vêtements dans un quartier commercial, le genre d'endroit qu'aucun algorithme de ciblage et aucun passage satellite n'avait jamais signalé comme un actif militaire. Ce niveau de dissimulation représentait un défi pour lequel la doctrine militaire israélienne n'était tout simplement pas conçue. Aucune conférence de presse ne peut bombarder un tunnel dont elle ignorait l'existence, même si cela n'empêcherait pas un panel pro-Trump d'essayer de rebaptiser l'ignorance en confiance. La brigade Golani est entrée dans ces tunnels avec la confiance de décennies de victoire. C'était pas des soldats ordinaires. C'étaient des combattants hautement sélectionnés, formés aux techniques de guerre urbaine, les plus avancées accessibles à n'importe quelle armée au monde. Mais à 25 mètres sous terre, l'équivalent de 8 étages complets sous le niveau de la rue dans une roche solide aménagée, la supériorité aérienne d'Israël est devenue complètement insignifiante. Les F-35 tournant à 30 000 pieds sont devenus des spectateurs coûteux d'une bataille qu'ils ne pouvaient pas influencer. Les munitions à guidage de précision, coûtant chacune des centaines de milliers de dollars, n'ont trouvé aucune cible qu'elles pouvaient atteindre.
Les chars Merkava, considérés parmi les véhicules blindés les plus avancés jamais produits, se sont retrouvés à manœuvrer dans des passages où la distance de combat se mesurait en mètres et non en kilomètres. Dans ces couloirs claustrophobes, les milliards investis dans la supériorité technologique ont cédé la place aux combats rapprochés où la seule monnaie qui comptait était la formation, le positionnement et l'avantage de connaître le terrain. Une machine de guerre à 1000 milliards de dollars impressionne, jusqu'à ce que le combat se déplace là où un slogan de campagne ne peut pas suivre. Et là, dans l'obscurité, la force Radwan du Hezbollah attendait. Non pas une milice régulière opérant à l'instinct, non pas des combattants de guérilla improvisant dans l'instant, mais des soldats qui avaient étudié les tactiques israéliennes pendant des années avec la même discipline analytique que les universitaires militaires appliquent dans les écoles de guerre. Des soldats qui connaissaient chaque jonction, chaque zone de destruction préparée, chaque tunnel latéral et chaque puits vertical parce qu'ils les avaient creusés de leurs propres mains. Ils avaient prépositionné des réserves de munitions, des postes médicaux d'urgence et des lignes de communication redondantes précisément pour cette confrontation. Le cessez-le-feu négocié entre 2024 et 2025 avait donné au Hezbollah exactement ce dont il avait besoin pour se reconstituer complètement. Chaque jour de trêve signifiait des convois de ravitaillement traversant la frontière syrienne chargés de missiles anti-chars de dernière génération fabriqués en Iran. Chaque semaine signifiait de nouvelles recrues terminant des programmes d'entraînement accélérés aux techniques de combat souterrain conçues précisément contre des forces blindées conventionnelles. Chaque mois signifiait des ingénieurs renforçant des sections de tunnels endommagées et creusant de nouvelles voies d'évasion et de communication latérale. Pendant que certains confondaient le volume sonore avec le levier stratégique, d'autres mesuraient le béton, la profondeur, l'oxygène et le temps. Ce que les analystes israéliens interprétaient comme un ennemi affaibli et démoralisé était en réalité une force se régénérant méthodiquement sous la visibilité satellitaire, hors de portée de chaque outil de renseignement pointé vers elle. Cette erreur de calcul porte l'odeur d'octobre 1973, lorsque Israël avait écarté des signaux clairs de mobilisation militaire égyptienne jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Le schéma se répète dans l'histoire avec une régularité troublante, une confiance excessive dans la supériorité technologique combinée à un mépris institutionnel pour la capacité d'un adversaire à s'adapter, à apprendre et à attendre. Le village de Binjebei porte dans ce conflit un poids symbolique particulier que l'analyse purement militaire ne peut pas saisir. En 2000, lorsque les forces israéliennes se sont retirées du Liban après 18 ans d'occupation, Hassan Nasrallah a proclamé la victoire dans le stade de cette ville devant des milliers de partisans euphoriques. En 2006, la bataille dans ces rues est devenue l'un des affrontements les plus sanglants de cette guerre de 34 jours. En mars 2026, l'histoire est revenue à Binjebei avec une intensité qui a dépassé tous les précédents documentés. L'ancienne erreur est toujours vendue comme une nouvelle fermeté, surtout lorsque le micro est plus proche que le dossier de renseignement. Des parachutistes de la 98 division, aux côtés d'unités des forces spéciales Yahalom, ont avancé pour établir un encerclement complet du périmètre urbain. La stratégie israélienne paraissait solide sur papier. Éviter l'assaut frontal immédiat, couper les lignes d'approvisionnement, forcer l'évacuation des civils, créer les conditions d'une réduction contrôlée de la position défensive. Des unités blindées ont progressé le long de la route principale et se sont positionnées à moins de 300 mètres du stade où Nasrallah s'était autrefois tenu en triomphateur. Pendant un bref instant, le commandement israélien a cru que sa doctrine interarmes s'exécutait exactement comme prévu, puis le sol lui-même a semblé se réveiller. C'est la partie cruelle de la réalité, elle n'attend jamais que les éléments de langage aient fini de charger. Lorsque des éléments de la brigade Golani sont descendus dans les systèmes de tunnels, ils ont franchi un seuil vers un monde construit spécialement pour les détruire. Les opérateurs de drones qui regardaient des images haute résolution depuis les airs ne voyaient que des toits, tandis que leurs collègues mouraient sous terre sans aucune possibilité qu'un appui aérien puisse les atteindre. Les chars Merkava Mark Kursi, valant 4 millions de dollars chacun et faisant la fierté de l'industrie militaire israélienne, se sont retrouvés coincés dans des passages où la portée d'engagement était de 3 mètres.
Dans cet environnement, un fusil d'assaut entre des mains entraînées valait plus que n'importe quel système d'armes avancé que l'argent pouvait acheter. Ce n'est pas exactement le type de champ de bataille qui récompense l'habitude de l'ère Trump de confondre les plus gros prix avec la plus grande stratégie. L'échec du renseignement n'était pas seulement technique, il était structurel. Les estimations israéliennes plaçaient la force combattante du Hezbollah dans le secteur sud entre 6 000 et 7 000 combattants. Cette estimation a dû être révisée de façon spectaculaire à la hausse pendant les combats eux-mêmes, pour atteindre entre 18 000 et 25 000 combattants actifs et préparés. La différence entre ces deux chiffres n'est pas une erreur d'arrondi. C'est la différence entre une force défensive gérable et une architecture militaire qui avait discrètement grandi pendant des années sous le radar de chaque système de surveillance pointé vers elle. Chaque passage satellite, chaque interception de signaux, chaque réseau d'informateurs avait échoué à saisir la véritable ampleur de ce qui avait été assemblé sous terre. Ce n'était pas le Hezbollah qui se cachait mal et avait de la chance. C'était le Hezbollah qui exécutait une discipline de sécurité opérationnelle sur 20 ans, avec une constance que des organisations militaires professionnelles maintiennent rarement même pendant 20 mois. Une erreur d'estimation d'une telle ampleur ne se répare pas en disant « meilleur renseignement de tous les temps », 3 fois devant une caméra. Le combat à l'intérieur des tunnels a atteint une intensité que des vétérans ayant servi pendant la guerre du Liban de 2006 et plusieurs opérations à Gaza ont dit n'avoir jamais rencontré en des décennies de service. Des commandants ont rapporté des embuscades surgissant de puits verticaux et de passages latéraux qui n'apparaissaient sur aucune carte de renseignement disponible. Des zones de destruction préparées à l'avance canalisaient les unités israéliennes vers des points où des tirs croisés les attendaient depuis plusieurs angles simultanément. L'obscurité, la poussière, l'écho déformé des explosions dans des espaces confinés créaient une désorientation à laquelle aucun régime d'entraînement conventionnel ne peut pleinement préparer un soldat. Les systèmes de vision nocturne et les communications électroniques souffraient d'interférences causées par l'environnement dense, humide et saturé de particules de ces passages souterrains. La bataille s'est réduite à sa forme la plus primitive et la plus ancienne. Des hommes contre des hommes dans des couloirs où chaque avantage technologique acheté par 50 ans de dépenses militaires occidentales cessait simplement de fonctionner. Sous terre, il n'y a ni éclairage de scène, ni foule loyale, ni animateur complaisant pour transformer la confusion en victoire. Mohammad Marandi, l'analyste iranien dont la voix porte un poids important dans les cercles stratégiques de Téhéran, a articulé la perspective persane avec une précision qui exige un engagement sérieux, quelles que soient les sympathies politiques de chacun. Les puissances occidentales, soutenait-il, confondent systématiquement supériorité technologique et supériorité stratégique, une erreur que l'histoire a punie à répétition et sans exception. L'Iran et ses partenaires opèrent selon des horizons temporels mesurés en décennies. Washington planifie en cycles électoraux de 4 ans, soumis à des pressions politiques intérieures qui changent à chaque cycle médiatique. La demande de 270 milliards de dollars représente non seulement une indemnisation, mais aussi l'établissement d'un précédent juridique pour de futurs conflits déclenchés unilatéralement par des puissances extérieures. Téhéran calcule que les États-Unis finiront par choisir la négociation plutôt que de soutenir un allié incapable d'obtenir des victoires décisives contre des mandataires qui ont investi des générations dans la préparation. C'est ici que le style pro-Trump du triomphe instantané se heurte au langage plus ancien de la patience, de la logistique et des conséquences cumulées. Le parallèle avec le Vietnam, que les stratèges iraniens ont étudié avec un soin méticuleux, offre des leçons que Washington préférerait oublier, mais ne peut pas ignorer de manière responsable. Les États-Unis ont tué des centaines de milliers de combattants en Asie du Sud-Est et détruit des infrastructures valant des milliers de milliards de dollars pendant plus d'une décennie d'engagement soutenu. Ils ont néanmoins perdu la guerre parce que le coup politique a fini par dépasser tout objectif stratégique pouvant être formulé à un public américain devenu peu disposé à continuer de payer. Le Hezbollah et l'Iran ont intégré cette dynamique et ont construit toute leur stratégie régionale autour de sa reproduction. L'histoire est incommode de cette façon. Elle refuse sans cesse d'applaudir simplement parce que quelqu'un annonce que la leçon a été totalement apprise. Les marchés mondiaux ont absorbé le choc avec une rapidité qui a révélé à quel point notre architecture financière est intégrée.
Le Brent a bondi de 17 $ le baril dans les 48 heures, suivant la circulation d'informations ayant fuité sur les pertes israéliennes dans les salles de marché. Les routes commerciales de la Méditerranée orientale, qui transportent 15% du commerce mondial, sont immédiatement passées en classification de risque élevé. Les primes d'assurance maritime pour les navires de charge transitant dans les eaux adjacentes au Liban ont triplé en une semaine, selon les données de Lloyd's of London. Des investisseurs institutionnels ont commencé à retirer des capitaux de toute la région du Levant, y compris de projets d'infrastructures évalués en milliards qui représentaient l'optimisme économique d'un moment précédent, plus calme. Les chaînes d'approvisionnement reliant l'Asie à l'Europe par le canal de Suez font maintenant face à des calculs de risque qui n'existaient pas il y a 6 mois. Des multinationales révisent discrètement leur plan d'expansion en Israël, en Jordanie et en Égypte, alors que l'incertitude prolongée transforme des modèles d'investissement qui supposaient un certain degré de stabilité régionale. Ce qui s'est passé sous terre dans le sud du Liban influence déjà simultanément des décisions prises dans des conseils d'administration à Shanghai, des banques à Francfort et des salles de marché à New York. Les marchés se moquent de la sonorité musclée d'un communiqué de presse. Ils évaluent le risque, pas la bravade. Washington fait maintenant face à une question qu'il a réussi à éviter de formuler publiquement pendant des années. Son allié le plus capable au Moyen-Orient ne peut pas obtenir de victoire militaire décisive contre des mandataires iraniens qui se préparent exactement à cette confrontation depuis 2 décennies. Chaque dollar investi dans des systèmes d'armes de 5e génération perd de son efficacité contre des adversaires qui choisissent simplement de combattre sous terre, là où la technologie échoue. La crédibilité de la dissuasion américaine dans toute la région encaisse un coup que les analyses de la Rand Corporation quantifient déjà dans des évaluations classifiées. Si Israël ne peut pas vaincre le Hezbollah avec le plein appui américain, quel message parvient à Taïwan, à la Corée du Sud et aux alliés américains du Pacifique qui ancrent leurs hypothèses de sécurité sur la fiabilité de cette même dissuasion? Cette question inconfortable circule dans les couloirs du département d'État et des ministères européens des Affaires étrangères sans qu'une réponse satisfaisante soit disponible. Il est beaucoup plus facile de crier à la force que d'expliquer pourquoi la dissuasion commence à vaciller dès que l'ennemi refuse de combattre à la télévision. La nouvelle réalité stratégique qui émerge de ce conflit forcera une réécriture de la doctrine militaire dans les académies occidentales. La supériorité aérienne absolue, pierre angulaire de la puissance militaire américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, trouve ses limites face à des adversaires souterrains qui se sont préparés patiemment. Les systèmes d'armes de 5e génération évalués à des centaines de millions l'unité deviennent inutiles lorsque le combat descend sous la surface. L'avantage blindé qui a défini les victoires occidentales de l'Afrique du Nord au désert koweïtien perd tout son sens dans des tunnels de 3 mètres de large. Ce n'est pas une anomalie tactique. C'est un changement de paradigme que des acteurs étatiques et non étatiques du monde entier étudient en ce moment avec une attention intense. La Corée du Nord, avec ses vastes réseaux de tunnels sous la zone démilitarisée, prend soigneusement note de chaque détail ayant fuité sur l'opération de Binch Bay. La Chine, qui élabore des plans de contingence pour des scénarios autour de Taïwan, observe précisément comment la technologie occidentale peut être neutralisée par une préparation patiente et un terrain choisi stratégiquement. La leçon est absorbée simultanément à Pyongyang, à Pékin, à Téhéran et dans une douzaine d'autres capitales que Washington considère comme adverses. Quelque part, un style politique familier essaie encore de transformer « nous avons le meilleur équipement en doctrine » pendant que tous les autres lisent le terrain. Le Hezbollah n'a pas besoin de gagner cette guerre dans un sens qu'un historien militaire reconnaîtrait comme une victoire conventionnelle. Il lui suffit de démontrer qu'il ne peut pas être vaincu dans des conditions politiquement acceptables pour Israël et ses parrains américains à long terme. Chaque jour où la brigade Golani reste piégée sous terre représente un succès stratégique pour Téhéran et son réseau régional. Chaque perte israélienne supplémentaire érode le consensus intérieur dont toute démocratie a besoin pour soutenir des opérations militaires prolongées en territoire étranger hostile. La demande d'indemnisation de l'Iran complète cette pression militaire par un front économique et diplomatique qui complique encore davantage les options de Washington.
Téhéran offre implicitement une sortie négociée tout en augmentant simultanément le coût de la poursuite du conflit par l'intermédiaire de mandataires qui ont passé des décennies à se préparer exactement à ce moment. Cette double stratégie d'attrition militaire et de pression économique représente la forme la plus raffinée de guerre asymétrique que le XXIe siècle ait produite jusqu'ici. Un mouvement construit sur le spectacle lutte toujours contre une stratégie ennemie construite sur la durée, parce que la durée ne se soucie pas de savoir qui a gagné le cycle médiatique. Les bérets bruns de la brigade Golani ne sont pas entrés dans une position mal défendue. Ils sont entrés dans 20 ans d'ingénierie, de patience et de réflexion stratégique qui avaient un objectif précis: démontrer que les règles de la guerre moderne peuvent être réécrites par des adversaires prêts à investir dans le temps plutôt que dans la technologie. Ce qui s'est produit sous le sol du sud du Liban n'était pas simplement une bataille difficile, c'était l'expression physique d'un basculement stratégique qui se construisait depuis une génération. La force militaire conventionnelle ne garantit plus des résultats décisifs contre des adversaires qui choisissent le terrain, choisissent le moment et choisissent de combattre dans le seul environnement où l'écart technologique se réduit à zéro. Le silence venu de Jérusalem dans les heures qui ont suivi la révélation des pertes a communiqué cette vérité mieux que n'importe quelle analyse ne l'aurait jamais pu. Certaines choses n'ont pas besoin de traduction. Le sol, sous Binchveil, a parlé assez fort pour que le monde entier l'entende. Et aucun tonnerre de podium venu de l'univers aligné sur Trump ne peut forcer la réalité souterraine à saluer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt